On a tous cette image en tête quand on pense à l'origine de la vie. Genre, la petite mare d'eau chaude primordiale remplie de produits chimiques. Ouais, avec le fameux éclair qui frappe la surface et bam. Exactement. Bam, la matière inerte se met à bouger. C'est presque binaire comme vision. On adore cette idée d'un point de départ net. Une sorte de substance vitale magique qu'on pourrait juste isoler sous un microscope, quoi. Voilà, c'est rassurant. Sauf que pour notre plongée d'aujourd'hui, on va explorer un article de biologie théorique et de philosophie paru en 2021 qui détruit un peu ce mythe. Ouais, il le détruit complètement même. Le texte s'appelle On Biological Individuation, écrit par Paul-Antoine Miquel et Su-Yang Wang. Et leur thèse, elle est radicale. Et si la vie, c'était pas une chose ou une substance que l'on possède? Et si c'était un processus mathématique, un acte constant de rébellion contre la physique? Je suis fascinée par cette idée. C'est un vrai changement de paradigme. Mais pour comprendre leur vision, il faut d'abord redéfinir ce qu'est un individu. Les auteurs se basent sur les travaux du philosophe français Gilbert Simondon. Ah oui, Simondon. Ouais. Et pour lui, un individu n'est jamais un point de départ. Ce n'est pas un bloc statique. C'est le résultat d'un processus continu qu'il appelle l'individuation. L'individuation, d'accord. Mais l'article insiste bien sur le fait qu'avant même de parler de biologie pure, il faut regarder ce qui se passe juste avant, dans la physique. Exactement. Il faut observer les systèmes physiques complexes. Le texte fait une distinction super importante entre un système fermé et un système ouvert, éloigné de l'équilibre thermodynamique. Attends, l'équilibre thermodynamique, on est d'accord que pour le commun des mortels, c'est l'eau chaude et l'eau froide qui finissent par devenir tièdes dans la baignoire, hein. C'est la métaphore parfaite, oui. Dans un système fermé, l'énergie se dissipe. Tout finit par être uniforme, tiède et immobile. L'équilibre parfait, C'est un peu triste, dit comme ça? c'est la physique classique. Pense aux planètes qui orbitent autour du Soleil. Ces systèmes suivent des équations symétriques parfaites. Le temps n'a aucune action créative sur eux. On peut calculer où sera Mars dans 1 million d'années sans problème, hein. Voilà. Mais un système ouvert, lui, il est constamment traversé par de l'énergie extérieure. Ça l'empêche de devenir cette fameuse eau tiède et immobile. Et l'article introduit deux opérateurs pour expliquer comment une forme peut naître là-dedans. R1 et R2. Bon, décortiquons un peu ça. R1, ce sont les conditions limites, non? Ouais, c'est ça. Le système ouvert est incomplet, donc ce qu'il devient dépend totalement de son environnement, des contraintes externes. Ça, c'est R1. D'accord. Et R2? R2, c'est la récursivité, l'auto-organisation. La structure du système est générée par ses propres actions, comme la formation d'un cristal par exemple. Alors, pour essayer de vulgariser un peu, je me suis dit que c'était comme décrire un tourbillon dans une rivière. Oh, c'est un excellent exemple. Bah oui, parce que le tourbillon en soi, c'est l'opérateur R2. Il n'existe que par l'action de tourner sur lui-même. S'il arrête de tourner, il disparaît. Exactement. Mais sa forme globale, sa taille, ça dépend du courant de la rivière et des rochers autour. Ça, c'est R1. Le tourbillon ne peut pas exister sans la rivière. Ce qui est fascinant ici, c'est que ça illustre une rupture de symétrie. L'eau tape contre un rocher, ça fait une perturbation, et bam, cette perturbation s'organise en boucle. Une structure émerge du chaos. C'est déjà une forme d'individuation, en fait. Oui, mais ça reste de la physique inerte, parce que le tourbillon dépend entièrement de l'extérieur. Si la rivière s'assèche, le tourbillon disparaît sans lutter. Et c'est là que la vie va prendre ses règles et faire un truc beaucoup plus fou. On arrive au cœur du sujet, l'étincelle de la vie. L'article pose une équation théorique. Il dit que la vie apparaît quand la relation entre R1 et R2 boucle sur elle-même à l'infini. Une résonance permanente, ouais. Il l'appelle oméga 1. Oméga 1. Mais la différence majeure avec mon tourbillon, c'est cette histoire d'ouverture de l'intérieur. J'avoue que quand j'ai lu ça, j'ai dû relire la phrase 3 fois. C'est un concept pointu. Un tourbillon physique réagit passivement, de l'extérieur. Mais sous oméga 1, le système biologique, lui, génère ses propres différences de potentiel. Il est ouvert de l'intérieur. Il crée son propre mouvement. C'est ça. Le texte utilise un exemple tiré du biologiste Denis Noble, le cycle de Hodgkin, dans les cellules du cœur, le rythme cardiaque. Ah oui, c'est l'idée de la causalité middle out, du milieu vers l'extérieur. Mais concrètement, comment ça marche sans un chef d'orchestre comme l'ADN pour tout dicter? Imagine les protéines dans les cellules de ton cœur. Elles forment des canaux qui laissent passer des ions, du sodium, du potassium. D'accord, donc ça crée de l'électricité. Exact. Ce flux d'ions génère une tension électrique globale dans la cellule, et c'est là qu'oméga 1 opère.
Cette activité locale crée un champ électrique global, mais ce même champ électrique décide immédiatement de l'ouverture ou de la fermeture de ces mêmes canaux l'instant d'après. Donc l'électricité créée par les portes dit aux portes de s'ouvrir ou de se fermer. Voilà. C'est une causalité circulaire. Ce ne sont pas les gènes en bas qui commandent tout, ni le cerveau en haut. C'est du milieu vers l'extérieur. Le déséquilibre interne alimente le système pour qu'il continue à battre. C'est vertigineux. Mais du coup, j'ai une question super pragmatique. Je t'écoute. Si mon corps n'est une immense boucle de chaos interne et d'instabilité, comment ça se fait que j'ai la même tête dans le miroir tous les matins? Pourquoi mon nez ne change-t-il pas de forme pendant la nuit? Ah, ça nous oblige à complètement revoir notre définition de la solidité. Les auteurs s'appuient sur des chercheurs comme Anna Soto et Carlos Sonnenschein. Ouais, c'était la partie sur la plasticité. Exactement. Ils démontrent que l'état par défaut de la biologie, c'est pas d'être stable. L'état par défaut, c'est la prolifération et le changement continu. La plasticité. Voilà. Ce qu'on prend pour de la solidité physique, comme ton nez ou ton bras, c'est en fait de la robustesse. Et la robustesse, ce n'est pas passif. C'est une résistance active acharnée contre le changement. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Parce que ça m'a fait penser à un funambule. Un funambule? Ouais. De loin, le mec sur son fil, il a l'air immobile, hyper stable. Mais si tu prends des jumelles, tu vois qu'il fait des centaines de micro-mouvements par seconde. Ah, je vois. Il compense sans arrêt. Son immobilité, c'est juste une illusion créée par la vitesse de ses corrections pour ne pas s'écraser par terre. C'est ça la robustesse biologique, non? C'est une excellente métaphore. L'organisme impose continuellement des contraintes, des normes à ses propres cellules pour les empêcher de faire ce qu'elles veulent, c'est-à-dire se multiplier dans tous les sens. Il maintient une clôture opérationnelle. Exactement. Et ça change totalement notre vision du cancer, par exemple. Oui, l'article redéfinit carrément le cancer. Ce ne sont plus des cellules mutantes qui décident soudainement d'attaquer le corps. Pas du tout. Dans ce modèle d'individuation, le cancer, c'est une maladie de la perte de contraintes, une maladie de l'organisation des tissus. Pour reprendre mon image, c'est le funambule qui lâche son balancier. Ouais, l'architecture du tissu s'effondre localement. Et du coup, la cellule, elle retourne simplement à son état par défaut. Et elles se mettent à proliférer. C'est ça. Elle n'est plus bridée par le système robuste global, et ça nous amène à réaliser qu'aucun système biologique n'est totalement clos. On est tous dans un équilibre métastable. Les fameux holobiontes dont parle le papier. Voilà. Nous sommes des holobiontes. On est des agrégats avec nos microbiotes, nos bactéries. On n'est jamais des individus isolés. On est des poupées russes de systèmes en boucle. D'accord, mais alors, si on est tous des poupées russes, des milliards de petits funambules, ça donne quoi si on dézoome au maximum? C'est quoi la corde sur laquelle on marche tous? C'est la biosphère. La Terre entière. Et là, Michele et Wang définissent la biosphère comme la limite idéale d'oméga 1. Sauf qu'ils font très attention à réfuter une idée hyper populaire, la théorie Gaïa de James Lovelock. Oui, l'idée de la Terre comme un super-organisme. L'hypothèse de l'ingénieur, où la Terre s'autorégulerait comme un corps humain pour nous garder au chaud. Ils disent non à ça. Pour eux, la biosphère n'est pas un organisme, c'est la niche ultime. C'est un espace de pure différence avec une instabilité intrinsèque énorme. Son but, c'est de maximiser le potentiel de changement de chaque individu, pas de faire régner la paix. Il y a une phrase dans cette section qui m'a retourné le cerveau. Ils disent que dans la biosphère, il y a un principe de hiérarchie de complémentarité, et la citation exacte, c'est « le tout est toujours plus petit que ses parties ». Ouais, Grosse pause là-dessus. Comment un tout peut-il être plus petit que ce qu'il contient? Mathématiquement, ça ne tient pas debout. c'est vrai que c'est ultra contre-intuitif. Mais imaginez la biosphère non pas comme une boîte, mais disons, prends l'exemple d'une ville vide. Une ville fantôme. Ouais, une ville construite pour 1 million de personnes, avec ses rues, ses immeubles, mais vide. Ça, c'est un tout. C'est fini, c'est générique. Ok, j'ai l'image. Maintenant, tu mets les habitants dedans. Leurs interactions vont créer des scènes artistiques, des marchés noirs, des embouteillages, des relations de voisinage complexes. Des trucs qui n'étaient pas prévus dans l'architecture de base. Voilà. Les parties, par leur trajectoire, génèrent un espace de possibilités infiniment plus vaste que la ville vide elle-même. La biosphère, c'est ça. Elle n'existe que par les interactions locales de ceux qui y vivent. L'espace est recréé en permanence par les acteurs. Ah, je comprends mieux. Donc le tout conceptuel, de base, est minuscule comparé à l'explosion de complexité générée par les parties. Exactement. Et ça soulève une question fondamentale sur le temps.
Bah oui, parce que si on recrée la scène en temps réel, on navigue dans le temps d'une façon très spéciale. L'article introduit le deuxième opérateur géant pour accompagner Oméga 1. Oméga 2. Voilà, l'amplification perpétuelle. Dans la physique classique, le temps c'est juste l'entropie, la dissipation. Mais en biologie, sous oméga 2, le temps crée de l'ordre. L'évolution n'est pas une force physique qui nous tape dessus de l'extérieur. C'est une intentionnalité passive. Le terme qu'ils utilisent, c'est l'enablement, l'habilitation. L'organisme évolue dans une niche, mais en évoluant, il modifie cette niche, ce qui lui ouvre de nouvelles possibilités. C'est ça les réversibilités biologiques. Le passé n'est pas effacé. Il sert de base au nouveau système. C'est comme, tu sais, c'est pas comme un architecte qui construit une maison sur un plan fixe, c'est plutôt comme un logiciel open source. Comment ça? Bah, les développeurs lancent un jeu vidéo en ligne. Les joueurs arrivent, ils trouvent des failles, ils créent des mods, ils inventent des façons de jouer. Ouais, Du coup, les développeurs doivent réécrire le code source en direct pour s'adapter, ce qui force les joueurs à trouver de nouvelles stratégies. Le jeu crée les conditions de son propre futur en temps réel. si l'on relie cela à une perspective plus large, c'est l'essence même de l'évolution biologique. Et c'est pour ça que le fameux arbre de la vie des manuels scolaires est faux. Ce n'est pas un arbre avec de jolies branches bien séparées. Non, c'est un buisson chaotique ou un anneau. L'évolution ne se fait pas que par de petites mutations linéaires. Elle se fait aussi par des fusions massives de génomes. Ah oui, la théorie de l'endosymbiose de Lynn Margulis. J'adore cette partie. C'est l'exemple parfait d'oméga 2. Pour résumer l'idée, il y a des milliards d'années, une cellule simple, une archée, avale une bactérie. Et au lieu de la digérer bêtement pour avoir de l'énergie, La bactérie survit à l'intérieur. l'archée la protège et bam, ça donne nos mitochondries et les cellules complexes de tous les animaux d'aujourd'hui. Ils ont fusionné leurs limites, leur RNA, pour inventer un nouveau niveau d'organisation. C'est brillant. Le papier aborde aussi ça sous l'angle de la dégénérescence. Alors attention, en biologie, la dégénérescence, c'est pas un truc qui pourrit. Non, pas du tout. C'est la capacité d'un système à atteindre le même résultat vital en empruntant des chemins totalement différents. L'expérience sur la levure est bluffante. Oui, on supprime un gène censé être vital pour la levure, n'est-ce pas? Ouais, en théorie, la levure devrait mourir sur le champ. Et pourtant, après quelques générations, elle réorganise d'autres réseaux génétiques pour compenser. Elle trouve une nouvelle géométrie pour survivre. C'est de la plasticité évolutive pure. La mémoire transgénérationnelle crée une adaptabilité incroyable. Exactement. Bon, si on fait le bilan de cette plongée, on se rend compte que la vie, ce n'est définitivement pas un objet magique. Non. C'est un processus thermodynamique poussé à l'extrême. C'est une individuation qui refuse de se figer. Et c'est crucial de comprendre ça, pas juste pour la beauté de la théorie, mais pour la médecine, pour l'écologie. Quand on tombe malade, on n'est pas juste une machine cassée, on est un écosystème dont la résistance au changement vacille, et pour protéger la biodiversité, ça ne sert à rien de mettre la nature sous une cloche de verre. Il faut protéger ce flux, cette capacité d'interaction. C'est une vision extraordinairement dynamique du vivant. Et ça m'amène à une dernière pensée, un peu provocatrice, pour clôturer. Vas-y. Si la définition même de la vie, cette robustesse mathématique, c'est justement cette résistance temporaire à un changement infini, que doit-on penser des délires technologiques modernes? Tu penses au transhumanisme. Ouais, la cryogénie, les traitements anti-âge radicaux, leur but ultime, c'est d'arrêter le temps biologique, de figer complètement le corps humain pour le préserver à tout prix. Ah, je vois où tu veux en venir. C'est en contradiction totale avec tout ce qu'on vient de dire. Mais carrément, en cherchant la préservation absolue, ils veulent clouer notre funambule sur son fil. Ils essayent de forcer un système ouvert à redevenir un système physique fermé, symétrique, immuable. En voulant geler le tourbillon pour qu'il ne disparaisse jamais, ils détruisent l'action même qui le fait exister. C'est ça, en voulant vaincre la biologie pour ne jamais mourir, on risque tout simplement de s'exclure de la définition même du vivant. Ça laisse songeur. C'est une excellente réflexion sur notre rapport à l'existence, en effet. Eh bien, on va s'arrêter sur ce paradoxe. Merci d'avoir décortiqué tout ça avec moi. Avec plaisir, c'était passionnant.